Quand Fuji sort un nouvel appareil X100, il fait forcément le buzz sur la toile. Que s'est-il passé de la première génération jusqu'à la version 6? On vous dit tout sur Lovelight. On se retrouve pour parler du X100 génération 6. Je suis avec Jules Azeri de chez Fujifilm. Bonjour Jules. Bonjour. Et puis bien sûr Alban. Salut Alban. Comment ça va? Eh bien ça va bien. Tu as un petit appareil dans les mains là. J'ai dans les mains le X106. Il est sorti il y a quelques mois et il a fait le buzz sur la toile comme tu le disais. Alors j'ai lu plein de trucs dans tous les sens, du bien, du moins bien, son contraire. On s'est dit invitons quelqu'un de chez Fuji et tu vas nous dire quelles sont les nouveautés et comment. On va en parler ensemble. Alors Jules, tu es product spécialiste chez Fujifilm. Tu es passionné par le X100, puisque je crois que c'est même ton modèle à toi, hein, celui-là. Oui, c'est son ton- on l'utilise beaucoup. Alors là, moi j'ai dans les mains, et merci de nous l'avoir amené, un X100 première génération. Et en plus, que les auditeurs ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le mock-up. Le mock-up, eh bien, c'est le proto qui n'est pas fonctionnel. C'est juste pour se rendre compte du form factor, pour se rendre compte un petit peu à quoi il ressemblait. Et lui, il était dans une cloche au premier Photokina, au Photokina d'Allemagne. En septembre 2010, si je dis pas de bêtises, à l'époque où la Photokina existait encore. Ouais. Et donc on a retrouvé cette petite pépite au siège. Ouais. Un mock-up, ouais, c'est un peu comme une concept car qu'on voit sur un salon de la photo. Ouais. Ça fonctionne pas. Ce que je vois tout de suite là, c'est qu'en fait, entre cette première génération et cette génération-là, si on est à 5 mètres, on ne fait pas la différence. C'était un peu le but de cette gamme X100, c'était de garder une ligne qui était assez intemporelle et très difficile à reconnaître en fait d'une version à l'autre. C'est vraiment une gamme qui a été évolutive et qui a fait partie de l'histoire de la série X chez Fuji, qui en est vraiment une bonne part pour l'identité. Bon, alors je propose qu'on rentre directement dans les spécifications de cet appareil. Nouvelle mouture, très attendue. Son petit frère, le X100V, a été, victime de son succès. Victime de son succès. Il y a eu une spéculation. Les personnes qui le revendaient d'occasion les revendaient plus cher que le prix acheté neuf. Enfin, Alban, c'était un truc de... Ah oui, c'était un truc de dingue. Alors moi, ce que j'aime, à chaque fois, quand il y a X100 qui sort, c'est le buzz. Juste, tu me disais un truc juste avant qu'on enregistre, et vous allez voir, ça va vous intéresser. Ça, c'est le X100, on ne dit pas Mark 6, on dit X106. Mais comment s'appelait le premier, le deuxième? C'était quoi l'histoire? Alors, le X100, premier du nom, s'appelait X100. Sorti en 2011. Ensuite, on a eu le X100S. Le S était là pour second, en anglais. Ensuite, on a eu le X100T pour third. Okay. X100F pour fourth. Okay. Et X100 fifth, c'est encore un F. Donc, on est passé au chiffre romain. C'était un choix du Japon pour le coup. Donc, on est passé au X105 et X106. Bon. Alors, cet appareil hyper compact, c'est ce qui fait son succès. C'est ça. Un capteur à l'époque qui a encore évolué maintenant, puisque sur la 6e génération, quelle est la résolution graphique de ce capteur? On est passé sur le même capteur que dans un XT5 ou un XH2, c'est-à-dire 40 millions de pixels. D'accord. 40 millions de pixels. Auparavant, on était à 26 sur le X100F, et on vient d'un capteur de 12 millions de pixels sur celui-ci. Alors, un point que je voudrais soulever, l'optique, c'est la même? Alors, ça dépend par rapport auquel. Par rapport au X100V? Par rapport au X100V, oui. Bon. En fait, au moment où le X100V est sorti, Fujifilm se doutait très bien qu'on allait avoir des capteurs avec de plus en plus de résolution, avec une densité de pixels de plus en plus importante. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de 20 millions de pixels, le 23 mm, qui était le même depuis le premier X100, commençait à perdre un petit peu en qualité, à pleine ouverture, sur les angles, sur les bords, ce qu'on a l'habitude de voir sur des optiques un petit peu vieillissantes. Et donc on a refait le bloc optique, on a rajouté quelques éléments dans le bloc optique, on les a réagencés pour avoir un objectif qui tient très bien les 40 millions de pixels, voire au-delà si jamais ça arrive.
D'accord. On rappelle, c'est un objectif de 23 mm, Ça. mais nous sommes en APS-C, donc ça correspond à peu près à un 35 mm en full frame, c'est ça? Un 35, ouais. Et une ouverture f2. F2. Voilà. Donc ça veut dire que les ingénieurs optiques, lorsque le 100V est sorti, savaient pertinemment que l'optique qu'ils fabriquaient pourrait suivre avec un capteur plus grand. D'accord. Alban, qu'est-ce que je te vois manipuler. Je suis en train de faire des photos de toi, tu sais. Ah oui, je sais. Et je les mets dans ma chambre, et puis comme ça, juste c'est ça. au-dessus, il y a D'accord. le petit Jésus, puis il y a toi. Ah ouais, à côté, c'est voilà. très bien. Mon épouse est ravie, d'ailleurs, de ça à chaque fois. Non, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, et je le disais tout à l'heure, je suppose que comme nous, tu as vu plein de vidéos, tu as vu plein de gens qui ont essayé. Pourquoi cet appareil fait le buzz comme ça? C'est quoi? C'est TikTok? Alors, il y a eu plusieurs éléments. Déjà, c'est un bel outil photographique. Aujourd'hui, tout le monde est photographe, on shoot tous avec nos smartphones, avec des appareils plus ou moins gros, plus ou moins haut de gamme. On a vu un retour de l'argentique, on a vu un retour à l'esthétique ces dernières années de manière générale. Je ne vais pas parler du retour du vinyle, des CD, des vieilles voitures. On a un retour à ce côté vintage que le X100 représente très bien. C'est un bel objet photographique, c'est un objet qui est plaisant à utiliser. On a ce choix d'un viseur hybride, d'un écran électronique dans le viseur ou d'un viseur optique. C'est quand même le seul appareil avec la série X Pro qui propose ça, à ma connaissance. Je fais une parenthèse sur ce fameux viseur, puisque moi j'ai eu la chance pendant longtemps, effectivement, d'utiliser le X100V. Oui, parce que Alex fait J'apprécie. partie des gens qui ont acheté un X100V neuf et qui l'ont vendu plus cher en honneur. C'est vrai. Voyou, c'est un voyou. Non, en tout cas, ce que j'avais trouvé ça vraiment très bluffant, c'est qu'effectivement, on a le double choix. Soit on est avec un viseur optique et on fait la visée au télémètre, enfin comme on avait l'habitude de faire sur les appareils argentiques. Soit à ce moment-là, on appuie sur le petit bouton et on a dans le petit coin ce fameux écran. Alors le petit coin, c'est quand on est en mode mix, mais sinon on est Sinon, on peut avoir un viseur totalement un viseur hybride, complètement totalement électronique. bien sûr. Et effectivement, on a un vrai résultat. Ça, j'avoue que d'abord, vous êtes les seuls chez Fuji à faire ça. Je l'ai jamais vu ailleurs. Et j'avoue que c'est quand même très plaisant de pouvoir switcher comme on le souhaite, et ça fait le job, vraiment. On a bien entendu tous les paramètres fondamentaux du triangle d'exposition qui sont présents sur l'appareil. À portée de main. Qui est À portée de main. C'est quoi un triangle d'exposition? Non, ok. Non, je déconne. Non, J'étais parti. Non, ça va bien. Voilà. Bon, la vitesse. La vitesse, toujours cette ouverture sur la bague, qui est toujours aussi plaisante à utiliser. Les ISO qu'on n'avait même pas encore sur le premier, qui sont maintenant sur la petite couronne. Oui. L'autre gros atout de ce X106, son évolution majeure et ce qui n'existait pas du tout anciennement sur la gamme, c'est l'arrivée de la stabilisation. Ah, parlons-en. C'est pour moi la seule chose qui me manquait à ce boîtier. Si jamais il pouvait lui manquer quelque chose, j'ai passé des années à shooter avec un X100V, j'ai jamais ressenti de manque. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, c'est très compliqué de s'en passer. C'est très plaisant à utiliser. Pouvoir faire de la street en pleine nuit, au 15e, au 10e de seconde à main levée. En fait, je vais pouvoir jouer avec des filets, je vais pouvoir jouer avec des halos, je vais pouvoir jouer avec des flous de mouvement. C'est génial. En vidéo, parce que c'est un boîtier qui aujourd'hui se dédie aussi, c'est quand même un atout majeur. Ça évite de se trimballer avec un gimbal ou une cage, un stabilisateur quel qu'il soit. En fait, on a un appareil qui est finalement très polyvalent, tout en restant très compact, et avec un principe de base de j'ai qu'une optique fixe. C'est par principe, le X100 est contraignant. Et en fait, petit à petit, avec toutes les évolutions technologiques qu'il a connues, ça devient quelque chose d'hyper polyvalent. Oui. Et puis, bien entendu, le tout couplé avec la cerise sur le gâteau, ces fameuses simulations de pellicule. C'est le gros avantage de ce boîtier-là, c'est-à-dire qu'un photographe professionnel ou non, il peut se permettre d'avoir son gros matos, son gros réflexe, son gros hybride, objectif interchangeable, d'aller faire ses productions comme il le veut, comme il l'entend, avec le matériel dont il a besoin, et se dire, en fait, j'ai un appareil photo qui est performant, qui reste polyvalent, mais qui est très compact et qui me permet de sortir des JPEG directement, sans s'embêter au quotidien. C'est génial. Oui, et également une chose que j'ai découvert, moi, à l'époque, c'est que lorsque l'on va dans son logiciel préféré, que ce soit un Lightroom, un Capture One ou autre,
il y a eu des échanges, une très grosse collaboration qui ont été faites entre Fujifilm et ses éditeurs, puisqu'on retrouve également la possibilité d'appliquer justement ces pellicules au sein du logiciel, et ça marche plutôt très bien. Ça marche très très bien. De toute façon, en fait, les simulations de film n'impactent que vos JPEG. Quand vous importez un RAW dans Lightroom ou dans Capture One, le RAW va être brut. Voilà. C'est la quantité d'informations que vous avez capturée, retranscrite en images. Et en revanche, aujourd'hui, oui, dans les logiciels, on a tous nos profils colorimétriques qui sont implémentés. Donc en fait, vous allez simplement aller rajouter pour vous servir de ça comme base pour travailler votre RAW. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut appliquer sur un RAW ce profil colorimétrique. Exactement. Plutôt que d'avoir une sortie JPEG automatique qui soit faite par l'appareil. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut répondre effectivement à un besoin. Je pense notamment des balances de couleurs. On travaille sa balance de couleurs avant d'appliquer son filtre, puisqu'on obtient de meilleurs résultats avec le RAW, bien entendu, et on peut pouvoir aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses, Alban, toi qui as l'habitude maintenant On l'a perdu, hein, il nous regarde plus. Alors, je suis en train de jouer, avec. En vidéo, du 4K, 4K de la 6K, mais voilà. 6K dessus, formidable. Le truc qui ne sert pas, qui peut servir pour aller faire du crop. C'est ça. On s'en sert beaucoup pour ça. Hein. C'est la question majeure qu'on a eue sur ce capteur, c'est quel est l'intérêt d'avoir 40 millions de pixels sur un 35 mm fixe Et ben c'est justement pour aller cropper quand on monte en HD. Ce que ne permet pas l'optique, le capteur le permet. Voilà. Donc on est en 4K 50p, on monte plus haut encore ou pas 4K 60, ouais. 4K 60, Si voilà. on est en Quand 50 voilà, c'est sur ça. les pales. 60, 50 pales. NTSC 60. Voilà. Je vous interromps deux secondes, là, bonjour. on se calme. C'est quoi 4K 60p? Mais alors c'est vrai que lui, la vidéo, j'ai du mal. Pourtant, je rame, hein, mais bon bref. Non, alors, pour ça nos existe, auditeurs. ça tourne en 60 images par seconde. D'accord. 59, et des boîtes. Voilà, 98. On dit du 60. Pourquoi? Aux États-Unis, au Japon, on est en NTSC. On est sur cette norme-là. D'accord. OK. En France, en Europe, généralement, on est à 50, on est à 25, 50i pour interlacet, P progressif. Donc il faut Et donc c'est 50p. Mais souvent on dit oui, mon appareil c'est un 4K 60p. Ok. Voilà, parce que c'est ce qui peut faire le Très bien. plus. Est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? Non. Ça va. Alors maintenant, la différence entre PI tient plus de l'abus de langage, mais en fait, il Voilà. n'y a plus personne qui fait la différence, à part effectivement des opérateurs en cinéma. Voilà, Dans le c'est grand ça. public, on fait plus tellement la différence entre l'entrelacé et le D'accord, progressif. ok. Et par contre, en termes de codec, parce que bon, je fais mon Oui. ignare, bien entendu, mais c'est pour vous taquiner. Qu'est-ce qu'il a comme codec La débat, ils sont beaux les codecs. Hein. Non. Alors les vrais codecs, dedans, oui. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Non, je te refile le bébé, je t'en prie. Aujourd'hui, on a toujours les H264, H265 sans problème. Ouais. On sort du MP4 sans souci, évidemment. Est-ce qu'il y a du ProRes dessus ou pas On a du ProRes. Alors voilà, est-ce que le ProRes est en 4K aussi ou pas? On a du 4K ProRes en 4 de 10 bits. D'accord. Voilà. Bel argument, ça. Pourquoi je parle de la vidéo? Parce que tu as parlé il y a quelques instants de cette nouveauté qui est la stabilisation. Donc j'imagine que la stabilisation, bon, bien sûr qu'elle a été faite pour la photo, mais enfin c'est pas l'optique, c'est toujours la même. Donc on est bien d'accord que c'était avant tout pour répondre, j'imagine, à un besoin de vidéaste. Alors, elle répond à un besoin de beaucoup de photographes, étant donné que ça reste un appareil de reportage emmené tout le temps. Et même mon exemple personnel, je m'en sers énormément en soirée de cet appareil. J'ai pas envie d'emmener un moyen format qui sera trop gros, qui sera pas du tout adapté à ce genre de situation. La stabilisation vous permet de garder une précision dans les instants, même dans des conditions absolument atroces, ce qui était compliqué avec le X100V. Sincèrement, au-delà du 30e ou du 20e de seconde, fallait être très stable sur ses appuis pour ne pas bouger. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout une question qu'on se pose. D'accord. Donc ça permet ça. Et effectivement, c'est un boîtier qui répond aux besoins des vidéastes, dans le sens où, aujourd'hui, avec simplement un petit boîtier, ils peuvent créer du contenu dans tous les sens. C'est un boîtier qui va être de plus en plus utilisé par des chefs opérateurs qui vont faire du repérage, par exemple. C'est un boîtier qui va être utilisé par un créateur de contenu, qui soit sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, parce qu'en fait, il peut se permettre de sortir avec juste un petit boîtier, son téléphone, un micro, et il fait tout ce qu'il veut. Il fait sa production sans... Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être une question en l'air que je pose, mais on parle de créateur de contenu. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités dédiées aux créateurs de contenu, comme par exemple, je sais pas moi, une Il y a le sortie... lissage de peau, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Ah d'accord.
tout de suite, tu es beau, sans maquillage, D'accord, sans ok. post-production derrière. Alors N'est-ce ça, pas, c'est un paramètre JPEG qui est implémenté depuis Voilà. plusieurs générations chez Fujifilm. Est-ce qu'il fonctionne en vidéo aussi? Bien sûr. En fait, tous les correcteurs d'image en JPEG, alors non pas tous, j'ai dit une bêtise, toutes les notions de détail et de netteté ne le Ouais. sont pas parce que là, il va réinterpoler l'image. Ok. Mais en revanche, là-dessus, oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, et encore une fois, on parlait des simulations de film. Mhm. C'est-à-dire qu'un vidéaste qui veut simplement faire un plan, l'envoyer sur son téléphone avec une application ou en sortant aujourd'hui sur un iPad avec sa carte mémoire directement, Mhm. il peut faire son montage, il n'a quasiment pas besoin d'étalonner. Son étalonnage, il peut le faire directement à l'intérieur de son boîtier. Directement. Il aura ses paramètres en direct. C'est génial. Et ça va lui permettre de faire un run and gun qui est très rapide. Est-ce que je peux poser une sûr. question, chef? Bien sûr, bien sûr. Comment on passe du mode photo au mode vidéo? Est-ce qu'on peut créer un raccourci très Alors, rapide? le raccourci n'est pas très compliqué, il est Ok. simplement dans Drive ici. Alors, je vais montrer à l'image. Voilà. Et ensuite, il suffit. On va dans Drive, ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits chats à la régie. Hop là, formidable. Drive, ici. Hop, Et après, on fait on un se cran crée vers le haut, en fait. tous les raccourcis Ouais. qu'on peut avoir, qu'on peut paramétrer, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et là, en passant Et- simplement du plus haut Voilà. au plus Et là, bas, vous voyez, j'ai le on est sur mode vidéo. Clac, j'appuie dessus. Et je suis en vidéo. J'ai une prise micro, évidemment, si je veux rajouter bien sûr. quelque chose. Et là, je vois d'ailleurs mon image qui est très grise, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de pas trop bouger, pardon. Voilà, l'image qui est très grise, tout simplement parce que il y a des... On doit être en Etherna. voilà. Ou alors, il y a... Ou alors, on est en log. On est en log. Je confirme, on est en log. Voilà. D'accord, donc très, 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 très sobre au niveau des éléments. Et depuis tout à l'heure, je joue avec. L'autofocus est redoutable. Encore une fois, une amélioration technologique par rapport au X100V. On a récupéré les autofocus qu'on avait sur le H2, le XT5. C'est le X-Processor 5, c'est le processeur de la dernière génération Mhm. de boîtiers chez Fuji. C'est le même processeur qui fait tourner un GFX 102. D'accord. Moi, je voudrais parler d'un bouton qui est très connu par les personnes qui sont chez Fuji. C'est le fameux bouton Q, qui est en fait, en termes d'interface utilisateur, je trouve une vraie très très bonne idée, une vraie C'est révolution. génial ce petit bouton. Puisqu'en plus, je vois qu'elle est évoluée. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on appuie sur ce bouton et on accède directement à des raccourcis, C'est ça. mais très intuitifs. En fait, la philosophie de chez Fuji, quand vous achetez votre premier Fuji ou quand vous achetez un nouveau Fuji, c'est que vous allez passer un petit peu de temps dans le gros menu, celui que personne n'aime. On va passer un petit peu de temps à simplement paramétrer. Alors, celui qui est là, hein, l'appareil, je le montre. Ouais. Menu ici. Qui est au niveau du... Et effectivement, il y a de la lecture. Et on paramètre en fait ce menu en allant une seule fois au début dans notre gros menu et on n'y va quasiment plus jamais. Et après, on On appuie peut sur le tout petit paramétrer bouton Q. sur ce petit bouton Q. C'est ça. On peut mettre exactement ce qu'on veut et surtout ce dont on se sert. Voilà, et on arrive avec des pictogrammes en fait. Alors Alban, tu as vu le petit bouton là, le Q, tu appuies dessus, qui est sur le côté dans l'angle, et en fait on va voir apparaître donc cette série en fait d'icônes qui sont en fait Alors, du menu. très intuitifs. Voilà, hop, voilà. Voilà, et on Je appuie. fais la bonne chose. Tac, tac, Q ici. Voilà. Et là, on va pouvoir aller chercher sa simulation de pellicule très rapidement. On va pouvoir aller. Enfin, il y a. Une détection de visage, une correction des hautes lumières ou au contraire des ombres. Oui, c'est ça. On va pouvoir influer sur sa courbe, sur un niveau de détail. Et en fait, c'est plein de petits paramètres qu'on peut aller mettre là-dedans pour ne plus jamais avoir, en fonction de sa pratique, à rentrer dans le gros menu. Et toujours garder en rapidité, en aisance, pour passer le plus de temps à faire des photos, en fait. Alors moi, je ne sais pas quelle est la position de Fuji, d'ailleurs, de Fujifilm par rapport à ce logiciel, mais moi, j'avais l'habitude, j'avais été bluffé, parce que je trouvais que c'était un peu un appareil photo du geek, au sens qu'on pouvait aller simuler plein de pellicules, alors de par celles qui sont déjà implémentées dans l'appareil, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on voit fleurir des sites un peu partout, et même des applications qui ne sont pas estampillées Fuji, mais par des passionnés, et notamment cette fameuse application X-Weekly. C'est X-Weekly, ouais. X-Weekly qui simule toutes les... Mais c'est que pour Fuji. C'est ça. Alors, la position du Japon là-dessus, sincèrement, je ne la connais pas et je ne me permettrai pas d'en Bien donner sûr. une parce qu'on n'a pas spécialement Bien de sûr. politique annoncée là-dessus. Simplement, ce qu'on remarque en fait avec l'émergence de tout ça, c'est qu'il y a une grosse communauté de fugistes.
Mhm. Il y a une communauté qui est de plus en plus conséquente, qui s'est amusée au fil du temps à essayer d'aller retrouver des looks d'autres pellicules sur la base de ce qu'on proposait nous. C'est ça. Et effectivement, hein, je suis le premier à reproduire des pellicules d'autres marques sur un Fuji en changeant quelques petits paramètres, une mesure de balance des blancs, en lui donnant une petite dérive, en enlevant un petit peu de détail, en rajoutant un petit peu de grain. C'est ça. On va expliquer pour nos auditeurs. En fait, le principe, c'est qu'ils sont allés chercher le petit paramètre dans chacune de ce fameux gros menu compliqué dont on parlait tout à l'heure, et ils vous disent, bah voilà, si vous voulez reproduire telle ou telle pellicule, vous allez dans la partie brightness, c'est tant, dans la partie effectivement balance des blancs, c'est tant, et effectivement, on a tout un tas de pellicules qui sont reproduites par ce biais-là. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que en fait, c'est simplement une façon d'expliquer comment exploiter les boîtiers à leur plein potentiel. C'est vrai, Et sans les dégrader, en fait, tout est prévu dedans. c'est vrai. C'est vrai. Après, On va parler un petit peu maintenant de stockage et puis d'autonomie aussi. Ouais. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a gardé l'ancienne batterie, c'est-à-dire la D'accord. MPW 126S, Oui. ainsi qu'un port UHS 1, tout simplement parce on voulait garder un poids et une taille de boîtier qui était cohérente avec le reste de la gamme et qu'on n'avait pas la place D'accord. de mettre des éléments plus importants dedans. Ok. Ce qui, en fait, comme à partir du moment où on adjoint le nouveau processeur et les optimisations qui vont avec, on ne perd aucune durée de vie par rapport à un X100V. D'accord. Et non, j'ai pas remarqué, malgré l'ajout de la stabilisation, j'ai pas remarqué de manque d'autonomie par rapport à la génération précédente. Donc ça veut dire que la personne qui avait un X100V, elle avait sa deuxième batterie, elle la reprend, elle peut l'utiliser là-dessus. La aucun même. souci. Ok. C'est pareil pour, en fait, la grande majorité des accessoires, si ce n'est tous. C'est-à-dire que le demi en cuir du X100. Voilà, j'allais te poser, parce que là, il a un très bel étui, ok, de la marque, C'est ça. ok. C'est celui d'un X100V. Voilà, je change pas mon étui. Non. On change pas son étui, on change pas son filtre, on ne change pas ses compléments optiques si on en a. Tous les accessoires s'adaptent sur le X106. Et ça, on rappelle que c'est le tien, personnellement, qui est très à la mode, avec la courroie en corde, voilà. Pour être encore plus à la mode, il aurait fallu une rouge. Hein. Et apparemment, c'est ça la tendance des 3 pas très semaines à la qui mode. sont là. Non, mais je plaisante avec ça. Non, en plus, Mais- ça, c'est une sangle d'Instax pour l'anecdote. D'accord, Ah, bah voilà. très bien. Très bien. Bon. Très bien. Bah voilà. Mais on reste chez Fuji. Très bien. Un petit truc aussi que moi j'ai trouvé sympa dans les boutons du Fuji, c'est cette petite molette, la petite molette arrière, et en fait, Alors, elle joue le rôle de bouton. Je voulais On appuie dessus. Complètement cliquable. Tac. Elle est cliquable. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je trouve Voilà, ça sympa. c'est cette molette-là. Que ce soit celle de derrière ou de devant. Hein, je Et en prends les fait, c'est deux. Hein. pareil, Ouais. elle est paramétrable. Elle est paramétrable. Et C'est-à-dire là- que par défaut, si je dis pas de bêtises, Et on en clique. focus manuel, elle va permettre d'aller vérifier au sein de l'image si on Mm. a bien un focus qui est précis. C'est ça. Mais on peut la paramétrer sur après n'importe quel raccourci. On dit quelques mots de la sensibilité ISO et notamment l'utilisation de cet appareil la nuit. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'on est comme le précédent? Alors, c'est encore une fois, c'est les performances, c'est la qualité d'image que vous aurez sur un XT5 ou un XH2. C'est-à-dire D'accord. qu'on est quand même sur une sensibilité qui convient à 99% des utilisations professionnelles aujourd'hui. C'est un boîtier dans Après, la relation au bruit est tellement propre à chacun. Moi, j'ai sorti des photos avec un X Pro 1 à 6400 ISO. Mhm. Certains m'ont dit que c'était magnifique, d'autres, pour d'autres, c'était absolument irregardable. Ok. C'est propre à chacun, c'est un boîtier qui se comporte très bien aujourd'hui sur toute sa plage. Même à 12 800, avec un petit peu de travail en post-production, ça tient très très bien. Mhm. On va Oui, pardon. Non. Quel est le... Alors, je sais qu'on ne peut pas comparer comme ça, mais tu parles de la série XT et tu nous dis, bon, ok, c'est la même chose qu'avec un XT. Le processeur est le même. et le le- cross, le machin, etc. Pourquoi j'achète celui-là ou pourquoi pas un XT? Ça va dépendre de mon envie de faire de la photo. C'est-à-dire que celui-là, comme mon téléphone portable, je l'ai tout le temps avec moi. C'est ça. C'est la compacité. En fait. C'est ça, c'est la compacité, c'est compacité. que la compacité. Et c'est la discrétion. C'est ce qui a, moi, changé ma vie de photographe quand j'ai découvert le X100. C'est shooter en reportage, en street, en docu, quand on a du gros matériel, ça a tendance à impressionner les gens. Les gens vont parfois avoir peur, se sentir agressés, se sentir oppressés. Quand on a un X100, on n'a plus l'impression, on donne plus l'impression d'être photographe professionnel. On donne l'impression d'être monsieur et madame tout le monde, Tout à fait. qui se balade dans la rue, qui se balade en soirée, en Bien reportage, même en fait qui s'infile dans un défilé, peu importe, dans n'importe quelle utilisation, c'est un boîtier qui sera toujours plus discret
et moins intrusif. Et puis une grosse différence, c'est que sur un XT, on change les optiques, pas là-dessus. Ah oui, non, mais Après, c'est une question de besoin. Hors ça, voilà. D'accord. Bien sûr. Ok. Mais c'est un boîtier qui permet de faire des images qu'on a beaucoup de mal à faire avec d'autres matériels. Je comprends. J'ai vu que même aussi, si on souhaite pouvoir shooter sans ses lunettes, Fuji a pensé à... On a une correction dioptrique. Puisque je vois qu'il y a un réglage de la dioptrie sur le côté qui est plutôt agréable en plus. Oui. C'est pas négligeable. Qui est très simple pour le coup d'utilisation, là. Alors là, génial. Oui. Oui. Moi, pour l'avoir eu pendant quelques temps, alors je ne connais pas ce modèle, hein, le nouveau modèle, mais très honnêtement, je l'ai vendu non pas parce que j'aimais pas l'appareil, loin de là, c'est juste parce que j'en avais plus l'usage, j'avais autre chose à ma disposition qui répondait Tu m'as acheté une bague à la place. Et en fait, c'est ça, c'est ça. Et la bague est partie et la femme aussi, mais ça c'est autre chose. Non, plus sérieusement, c'est un très très bel objet. Il est solide. On va préciser quand même le côté intempérie, puisqu'il n'est pas fait pour aller sous l'eau, quand il pleut. Mais Fuji a un kit que l'on met devant l'optique pour protéger. La majorité du corps du boîtier est tropicalisé, résistant aux intempéries. Oui. Simplement, c'est l'avant du fût qui n'est pas protégé nativement. Il suffit de rajouter une petite bague d'adaptation et un filtre pour avoir un boîtier qui est complètement résistant aux intempéries. C'est ça, un petit bout de verre qui protège. Exactement. Voilà. Pareil, on peut rajouter un petit pare-soleil. On peut rajouter un petit pare-soleil. On dévisse le... C'est ça. Il y a simplement un pas de vis qui va découvrir un filetage. Voilà. On peut mettre un pare-soleil, on peut mettre encore une fois les deux compléments optiques. Oui. L'équivalent 28 mm et l'équivalent 50 mm. C'est ça. On peut mettre les filtres qu'on a envie d'utiliser. Savoir que c'est un boîtier qui est particulier parce qu'il intègre déjà un filtre ND4. Ce qui va vous permettre de shooter à pleine ouverture, peu importe les conditions lumineuses. Oui, ça c'est super. Ça peut être encore une solution de confort en se disant je ne pars pas avec plein de matériel. Oui. Non, mais complètement. Non, c'est définitivement un super. Il y a un petit flash. Il y a un petit flash. Il faut le dire. Qui permet de faire des choses très surprenantes, encore une fois en docu, en street, qui permet de déboucher des ombres ou d'éclairer un sujet de façon assez intéressante. Bon, on va passer à la dernière question indispensable. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Aujourd'hui, ça coûte 1799, si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous rassurer là-dessus. On en produit plus. On en produit plus. Parce que je pense même pas une question. Mais non, mais oui, voilà. Combien de temps pour avoir un X106 ? Combien de temps ? Ça dépend pas de moi. D'accord. Je suis pas encore. C'est con parce que j'allais donner ton 06 82 72. Non, mais je sais que même chez Fuji France, pour avoir discuté un petit peu avec toute l'équipe, je sais que les week-ends, vous êtes à la cave et vous continuez à fabriquer, assembler voilà, c'est ça. Il y a une très très forte demande. Il y a une partout dans le monde entier. Voilà. Il y a une demande énorme. On s'y attendait un petit peu quand même, avec le succès du précédent. Ouais. Donc, on a pris nos dispositions pour que ça aille beaucoup mieux, beaucoup plus vite en termes de production et d'expédition. J'ai pas de chiffres exacts à vous donner, j'ai pas de politique, et encore une fois, je ne suis pas dans les petits secrets du Japon. Donc, l'approvisionnement se passe déjà globalement mieux que sur le X100V. Ouais. Ça va continuer. C'est un boîtier qui est soumis à un effet de lancement monstrueux. Donc, de toute façon, ça va avoir tendance à se lisser dans les mois et semaines qui arrivent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, vous qui êtes chez vous, qui nous regardez, si vous êtes l'heureux possesseur d'un X100, mettez-nous des photos. Mettez-nous des petites photos dans les commentaires. Si vous avez un X105 que vous l'avez gardé, vous, pour ne pas acheter une bague, eh bien, ça, il va me le reprocher toute ma vie, tant pis. Eh bien, n'hésitez pas à nous mettre les photos aussi. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez, vous, qui l'utilisez, qui l'avez entre les mains. Jules, merci d'être venu. Avec plaisir. Je pense qu'on en sait un petit peu plus sur cet appareil. Il fallait que sur Love Light, Fujifilm soit présent. Ce n'était pas encore le cas. Tu inaugures cette première capsule où on va retrouver Fuji et toi certainement pour d'autres appareils très rapidement. Un grand merci. N'hésitez pas effectivement à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette capsule, mettez des pouces. Et puis plein de commentaires. C'est Alban qui les lit, vous répond en live. Allez, d'ici là, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!